Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, Louis Vlavono appelle à la paix dans la perspective des présidentielles de 2021. Le président de l'Assemblée nationale s'est prononcé au cours de la session consacrée à l'examen du budget de l'État exercice 2021. Vous l'entendrez dans ce journal. L'avènement d'une force unique de défense et de sécurité au Bénin renforce la riposte contre la grande criminalité. Cette réforme force l'admiration et impacte la vie des Béninois. Renaud Akapo nous replonge dans l'ambiance du baptême du feu de la police républicaine. Mise en place d'un cadre formel de concertation des membres du COSLEPI, le modèle de 2016 a été dupliqué. Vous en saurez davantage sur le rôle et la fonction de ce nouveau cadre de concertation. Bienvenue si vous nous rejoignez, on part directement pour l'Assemblée nationale, ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire du Parlement au titre de l'année 2020. Plusieurs points à l'ordre du jour dans l'examen du budget de l'État exercice 2021. Le président de l'Assemblée nationale, au regard des crises politiques sur le continent et dans la perspective de la présidentielle de 2021 au Bénin, a lancé un appel à la paix. Voici le compte-rendu de la séance avec Guillaume Avienne. Le contexte de la Covid-19 n'a rien changé à l'agenda du Parlement béninois qui a ouvert sa deuxième session ordinaire de l'année. Une session qui va consacrer la grande partie de son programme à l'examen et à l'adoption de la loi de finances gestion 2021. La session va aussi se prononcer sur une quinzaine de projets de loi et une demi-douzaine de propositions de loi conformément aux fonctions régaliennes du parlementaire. Au nombre de cette dernière, le contrôle de l'action gouvernementale qui est resté le maillon faible de la première session ordinaire, élargi aux 5 sessions extraordinaires de l'année qui ont permis d'examiner et d'adopter 23 lois. Notre embarras se situe au niveau de la difficulté à établir des priorités lorsque tout semble urgent. Ne faudrait-il pas dépasser les méthodes fondées sur les débats en plénière autour des questions orales? Débat qui n'apporte aucune valeur ajoutée à la transformation sociétale dont nous rêvons tous. Et lorsque la course de relais doit se poursuivre sur un terrain plein d'aspérités, sans égard aux sinuosités des questions de gestion, que faut-il faire ? Dans une tentative de répondre à ces préoccupations, le président du Parlement a rappelé les réformes engagées par ses soins au sein de la gestion administrative et financière de l'institution. Des réformes dont la finalité est de rehausser la qualité de la gestion politique et financière de l'Assemblée nationale que Louis Gbéounou Vlavono souhaiterait voir plus proche du peuple. C'est le sens qu'il donne d'ailleurs à la mission parlementaire de solidarité qu'il a conduit dans le département de l'Alibouri du 25 septembre au 1er octobre dernier au chevet des victimes des inondations survenues dans le bassin du Niger. Au-delà de l'émotion suscitée par les dégâts constatés par la délégation parlementaire, j'estime que c'est une situation dramatique qui nécessite des actions urgentes à 2 niveaux pour soulager les peines des populations en détresse. À court terme, nous pouvons, en nous fondant sur nos prérogatives constitutionnelles, interroger le gouvernement sur les mesures qu'il a prises
pour soulager ces populations et utiliser notre droit d'amendement de la loi des finances pour faire des propositions dans le sens d'une amélioration des souffrances des populations affectées par le drame. Pour le long terme, le président Vlavonou annonce une série d'infrastructures routières et des ouvrages d'assainissement qui vont être réalisés par le gouvernement avec le soutien du Parlement au profit des populations concernées. La session s'ouvre à quelques mois de la présidentielle de l'an prochain et au regard des tumultes électoraux sur le continent, il rappelle que la démocratie ne devrait pas s'exercer en dehors de son cadre réglementaire. Nous devons tous absolument tirer les leçons de notre douloureux passé et bâtir un avenir démocratique meilleur pour nous-mêmes et surtout pour les générations futures. C'est à cette seule condition que nous pourrons œuvrer pour l'unité spirituelle et physique que nous partageons tous avec notre patrie commune, le Bénin, laquelle unité explique l'intensité de la douleur que nous avons tous portée dans nos cœurs lorsque nous avons vu notre pays basculer dans la violence dans un passé très récent. Tout en saluant et en encourageant le récent dialogue entre les travailleurs et l'exécutif, le numéro 1 du Parlement en appelle au sens patriotique et à l'esprit de discernement des acteurs de l'école pour une meilleure éducation des Béninois malgré un contexte difficile en référence à la crise sanitaire. Assistance aux victimes des inondations dans le nord-est du Bénin, renforcement de la riposte contre la Covid-19, appel à la paix, le discours du président de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la deuxième session ordinaire du Parlement au titre de 2020 n'a rien occulté de l'actualité nationale et internationale. Suivons Louis Vlavonou. L'empressement avec lequel ces lois relatives à l'organisation de certaines institutions ont été votées découle de l'amour que nous, représentants du peuple, avons pour nos mandants. En effet, il y a un amour dit illicite qui consiste dans les actes procédant directement de la vertu de charité envers les personnes et les peuples. Il y a également un amour impéré, ces actes de charité qui poussent à créer des institutions plus saines, des réglementations plus justes, des structures plus solidaires. Ainsi, l'engagement tendant à organiser et à structurer la société de façon à ce que le prochain n'ait pas à se trouver dans la misère est un acte de charité tout aussi indispensable. C'est de la charité que d'accompagner une personne qui souffre. Et c'est également de la charité tout ce qu'on réalise, même sans être directement en contact avec cette personne, pour changer les conditions sociales qui sont à la base de sa souffrance. Si quelqu'un aide une personne âgée à traverser nos rivières, c'est de la charité exquise. Mais le dirigeant politique, lui, construit un pont. Et c'est aussi de la charité. Si quelqu'un aide les autres en leur donnant de la nourriture, c'est de la charité. Mais l'homme politique qui crée pour lui un poste de travail exerce un genre très élevé de charité qui ennoblit son action politique. L'engagement de la 8e législature d'opérer d'importantes réformes au sein de l'institution s'est poursuivi au cours de la précédente session avec l'adoption de la résolution numéro 2020-01
du 14 juillet 2020 portant révision du règlement intérieur et qui a pour conséquence immédiate la mise en place au sein du secrétariat général administratif d'une direction des services de l'information et de la communication et d'une cellule d'audit interne rattachée directement au président de l'institution avec les démembrements que ces nouvelles structures impliquent. Notre souci permanent est de rationaliser les ressources de l'Assemblée nationale à travers une gestion optimale et transparente des deniers publics que le gouvernement met à notre disposition. Pendant cette période, l'Assemblée nationale aura donc droit aux réponses des questions posées au gouvernement et qui sont en attente, ainsi que celles qui seront certainement posées par les parlementaires sous toutes les formes prévues par notre règlement intérieur. Je sais pouvoir compter sur votre sens du devoir, chers collègues, pour que les interrogations et doléances recueillies pendant les vacances parlementaires au contact de nos mandants fassent l'objet de questions, voire d'interpellations du gouvernement afin de donner de la matière et de la visibilité à ce volet de notre mission constitutionnelle perçu parfois comme un talon d'Achille en raison de l'immobilisme qui semble gagner notre législature en la matière. Concernant le vote du budget, cette deuxième session ordinaire sera consacrée principalement à l'étude du budget général de l'État exercice 2021. La loi de finances, ou plus exactement, le budget général de l'État qui en émane, consiste à donner au gouvernement les moyens et l'instrument qui lui permettront de mettre en œuvre sa politique de développement et de réaliser ses ambitions pour le mieux-être de la nation. Ce sera encore un moment d'instance activité pour nous les parlementaires avec des échanges et des arbitrages au profit des différentes franges de notre société. Ce budget sera tributaire des chocs exogènes, notamment des effets pervers de la pandémie Covid-19. Et parlant de la pandémie de Covid-19, comme vous le savez, la crise sanitaire exceptionnelle et inédite qui frappe le monde de plein fouet et plonge l'économie planétaire dans une récession sans précédent n'a pas épargné notre pays qui, depuis mars 2020, continue de faire face à ses conséquences tant sur le plan humain, social que politique. Je voudrais à cet effet présenter toute ma compassion ainsi que celle de la représentation nationale aux victimes de cette pandémie ainsi qu'aux familles ayant perdu des êtres chers du fait de ce fléau. Je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel à la paix, à la concorde et à l'unité nationale. Nous devons tous être plus déterminés à œuvrer pour l'enracinement de la paix, étant donné que les défis auxquels le monde est aujourd'hui confronté demandent en particulier de la part des États faibles comme les nôtres une stabilité politique fondée sur la démocratie. Et vous convenez donc avec moi que la démocratie ne se manifeste pas en dehors de son cadre réglementaire,
Nous devons tous absolument tirer les leçons de notre douloureux passé et bâtir un avenir démocratique meilleur pour nous-mêmes et surtout pour les générations futures. C'est à cette seule condition que nous pourrons œuvrer pour l'unité spirituelle et physique que nous partageons tous avec notre patrie commune, le Bénin, laquelle unité explique l'intensité de la douleur que nous avons tous portée dans nos cœurs lorsque nous avons vu notre pays basculer dans la violence dans un passé très récent. Nos actions quotidiennes en tant que fils du Bénin doivent démontrer que nous sommes intimement attachés à la terre de ce beau pays et nous ne devons poser aucun acte de nature à compromettre la paix. Quant aux travailleurs, la présente rentrée parlementaire intervient seulement quelques jours après le démarrage de la rentrée des classes pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. Cette rentrée scolaire, marquée déjà par des contraintes exceptionnelles imposées par la pandémie du coronavirus, se trouve être vouée à quelques grogne corporatistes nourris par les ambitieuses réformes du gouvernement en vue de la modernisation et l'efficacité de notre système éducatif. Le bureau de l'Assemblée nationale, que j'ai l'insigne honneur de diriger, ainsi que toute la représentation nationale, suivent de très près cette situation qui, fort heureusement, retient également l'attention du chef de l'État, dont l'implication personnelle effective devrait favoriser la sortie de crise. Au nom de la représentation nationale et à mon nom personnel, je voudrais saluer la démarche du chef de l'État qui a su engager dans un sursaut patriotique un dialogue sanitaire avec les responsables des centrales et confédérations syndicales. Voilà un discours qui résume la dynamique imprimée au Parlement depuis son arrivée à la tête de l'institution. C'est l'impression que les députés gardent du discours prononcé par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, à la faveur de la cérémonie d'ouverture officielle des travaux. Suivons les réactions de quelques députés au micro de Guillaume Avienne. Le discours du président de l'Assemblée nationale a été un discours qui a fait le point de toutes nos activités, de la dernière session jusqu'à la reprise. Il a mis l'accent sur vraiment le Covid qui a un peu désorganisé les choses. Et malgré cet état imprévisible, nous avons travaillé avec acharnement. Il a rappelé cette tournée, il a rappelé les soutiens aux populations. Il a mis un accent quand même particulier sur la situation et le courage des populations face à cette pandémie. Ce qu'il faut retenir dans ce discours, c'est d'abord le volet social. Je crois que une fois encore, il nous a épaté par son beau discours. Le président de l'Assemblée nationale, à chaque ouverture de session, donne le ton à travers son discours. C'est un appel aux députés à une présence encore plus massive que d'habitude et surtout à une participation aux travaux, mais vraiment assidue. Et nous connaissons la session budgétaire, mais il faut retenir que le président a insisté sur les comportements que nous devons avoir en tant que politique, en tant que citoyen, dans cette dernière ligne droite qui va nous permettre d'aborder les élections présidentielles en 2021. Autre actualité dans cette édition, satisfaction des participants à l'atelier bilan de la gestion des contentieux du 17 mai par les juges de la Cour suprême. C'est le sentiment qui se dégage des échanges à l'issue des travaux du dit atelier qui a duré 2 jours. Brice Hongbo et Guillaume Avienne.
Pendant 2 jours, des représentants de plusieurs institutions impliquées dans l'organisation des élections au Bénin ont échangé avec les juges électoraux de la Cour suprême. Des juges qui ont examiné et vidé 243 recours intervenus à la faveur de l'organisation du scrutin du 17 mai dernier. Les riches interventions et les pertinentes contributions formulées au cours de l'activité pédagogique qui s'achève auront permis d'élaborer des propositions ou recommandations jugées nécessaires en direction des autres acteurs impliqués dans le processus, notamment la représentation nationale, aux fins d'amélioration du mécanisme global d'organisation des élections et d'une possible réforme consensuelle du code électoral. Cet état de fait contribue à l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience de la haute juridiction dans son office de juge du contentieux des élections communales et municipales. Au thème des travaux du présent atelier bilan de l'évaluation de la gestion des contentieux des dernières élections municipales et communales, la Cour suprême estime avoir fini de jouer sa partition dans le processus. J'ai bon espoir de voir les plus hautes autorités politiques et administratives, notamment le gouvernement, prendre en compte les dites recommandations. L'atelier bilan de l'évaluation des contentieux des élections du 17 mai dernier ferme officiellement la marche de la série de séminaires de formation initiés par la haute juridiction pour une organisation efficace et efficiente des premiers scrutins de proximité de l'ère des réformes au Bénin. Parlons de l'actualisation du fichier électoral. Les activités du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée s'intensifient ce 21 octobre. Pour accompagner les membres de l'institution, il a été procédé à la mise en place formelle d'un cadre de concertation sur le modèle de celui de 2016. Rôle et fonctions attendues, c'est avec James William Guaguidi et Bruno Rotego. Ne laissez aucune place à la suspicion à l'occasion de l'actualisation de la liste électorale qui servira au scrutin présidentiel de 2021. L'objectif est à l'origine de la naissance d'un cadre de concertation et de facilitation mis en place par le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Issu des partis politiques représentatifs au regard des dernières élections communales, mais aussi des institutions de la République, de la société civile et de l'administration publique, les membres de cet organe exceptionnel ont été installés dans leurs fonctions ce 21 octobre au Codiam à Cotonou. Ce cadre aura pour responsabilité de servir de creuset d'échange, de partage, de conseils et d'appui. Il servira aussi de tribune pour recueillir les avis et les suggestions pertinentes exprimées par les populations, mais fondamentalement doit contribuer par l'ensemble de sa mission à la visibilité et à la transparence du processus d'actualisation. Le cadre de concertation et de facilitation doit œuvrer à garantir la quiétude, la fiabilité du processus d'actualisation du fichier électoral national 2020-2021. Le cadre de concertation et de facilitation est placé sous l'autorité du président du Conseil économique et social. Il me plaît ici de dire ma satisfaction pour tout ce qui a été fait jusqu'ici par le président Bangana et toute son équipe, réellement composée de dignes représentants du peuple, déterminés à réussir avec éclat la mission qui leur est confiée. Ce cadre constitue, sans nul doute, un gage pour la transparence et la fiabilité de la liste toilettée. Elle revêt ainsi un caractère consensuel qui augure d'une élection présidentielle apaisée en mars-avril 2021. Je voudrais, du haut de cette tribune, renouveler ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Patrice Talon, pour son appui constant et son engagement personnel à toutes choses qui permettent de garantir une actualisation réussie du fichier électoral
nationale. 21 membres pour une mission délicate. Correction de données erronées, intégration de personnes devenues majeures, radiation des morts et des personnes condamnées à des peines infamantes. Dans le cadre de la mission qu'ils ont acceptée, les membres du cadre de concertation et de facilitation ont tout autant que les membres du COSLEPI la responsabilité du succès du processus électoral 2021 qui a ainsi déjà commencé. Et puis la période d'affichage de la liste électorale permanente informatisée à des fins de correction et d'actualisation est prorogée de 10 jours. C'est à marge de la mise en place du cadre de concertation et de facilitation qui les accompagne dans leur mission que les membres du COSLEPI ont fait cette annonce. D'autres facilités sont également accordées aux personnes désirant modifier leur lieu de vote. Écoutons le président de l'institution au micro de James William Wagidi et Bruno Rotepo. Nous sommes aujourd'hui 21 octobre, la date prévue pour que la période d'affichage prenne fin. C'est du 1er au 21. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, chers journalistes, avec les intempéries, où les listes ont été lessivées par endroits, le vent a emporté certaines listes, nous avons décidé, au cours de la plénière du mardi 20 octobre, de la prorogation, je dis bien, et c'est l'objet de notre point de presse, de la prorogation de la période d'affichage jusqu'au 31 octobre 2020. Je tiens à dire à nos collaborateurs sur le terrain qu'aucune pièce n'est exigée pour le transfert. Parce que nous avons aussi eu à décider, il était dit qu'il fallait un certificat de résidence. La plénière dernière a levé cette contrainte pour permettre à nos citoyens qui ne se retrouvaient pas dans leur poste de vote de savoir qu'il suffit de photocopier leur carte d'électeur, de signer derrière, de mettre leur nom et de dire et de mettre le poste de vote qu'ils désirent. Le transfert sera fait. Autre information maintenant, le déblocage de 15 milliards de francs CFA au profit des fonctionnaires au titre des arriérés découlant de la période avant 2016 est salué par les populations de Porto Novo. Elles accueillent avec ferveur la décision du gouvernement. Écoutons-les au micro de Firme Bassao et Brice Ongor. Cette information, je crois, pour tous les Béninois, et ça ne peut que donner de la joie pour les travailleurs béninois. Et on ne peut que féliciter le président Patrice Talon pour tout ce qu'il fait pour le bien-être de ses administrés. Donc ces 15 milliards débloqués en faveur des travailleurs, je crois bien que ça va bien soulager un tant soit peu nos travailleurs qui sont en attente depuis des années et qui aujourd'hui ont cette bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle par rapport à la situation actuelle parce que compte tenu de la crise économique qu'il y a actuellement au Bénin, c'est une très bonne initiative que le président a prise. Sinon, ça va nous aider, nous qui sommes peut-être les enseignants, les travailleurs, même les chômeurs qui sont à la maison, ça va ouvrir des portes de sortie pour tout et chacun de nous. Parce que tout ce que le gouvernement fait, c'est pour le bien des Béninois. Donc nous voulons qu'il continue sur ces lancers. Parce que le gouvernement, depuis son arrivée, est en train de faire de très bonnes choses. Par exemple, si vous voyez les routes à Porto Novo maintenant, tout est fait. Et à entendre les nouvelles, c'est pas que à Porto Novo, c'est partout dans le Bénin. Ce qui veut dire que le président est en train d'opter pour chaque plan qu'il a, il est en train de suivre un plan donné. C'est une très bonne chose. Il essaie. C'est un président qu'il faut pour notre pays. Sincèrement. Je ne suis pas fonctionnaire, mais je sais que quand eux, ils auront ça, nous, les citoyens, les commerçants, nous aurons notre part dedans. Je ne pense pas que ça soit politique, puisque depuis son arrivée, tout ce qu'il dit, le fait. Et les gens ont témoigné qu'ils ont reçu certains arriérés là. Donc, je ne suis pas politicien, mais je sais qu'il essaie quelque chose quand même. Ce déblocage permettra quand même aux fonctionnaires quand même de souffler, de porter un ouf de soulagement par rapport aux fonctionnaires quand même béninois
ces arriérés sont les bienvenus. Et ça nous permettra aussi de voir dans quelle mesure le gouvernement est en train de faire des efforts. Et puis la coordination départementale de l'Union progressiste a procédé à la remise officielle de lot de cartes d'adhérents à ces comités communaux. La cérémonie officielle s'est déroulée à Cotonou. Patrick Diossou et François Zissou. Estampillé Union progressiste UP avec l'image d'un baobab vert dans une savane jaune, ces cartons remis ici contiennent les cartes d'adhésion des membres de l'UP dans le département du Littoral. Bienvenue à la cérémonie officielle de distribution des identifiants d'adhérents aux comités communaux de la grande commune de Cotonou, subdivisée en petites communes spéciales UP. Il s'agissait aujourd'hui de poursuivre l'opération de lancement officiel de la distribution de nos cartes de membres que nous avons démarré à Calavi, où le président du parti a remis officiellement à chaque coordination départementale son lot de kits. Les départements, une fois rentrés chez eux, ont le devoir de transmettre ces lots de cartes aux comités communaux qui sont eux en charge de distribuer quartier par quartier pour ce qui est de Cotonou. Une distribution qui fait donc suite à une décision du bureau politique, décision en 14 articles, dont le 4e ficelle les modalités et le 5e fixe le droit d'adhésion. Dans l'article 4, il est dit que chaque séance de remise de cartes est conduite par 2 militants maîtrisant les procédures d'arrondissement. Le droit d'adhésion a été fixé par le bureau politique à 200 francs CFA pour permettre à tous ceux qui ont envie d'adhérer que ce ne soit pas des questions d'argent qui les empêchent de mettre en œuvre leur militantisme. Un militantisme honoré. Saluer votre militantisme. Parce que depuis on a commencé par se voir, nous avons constaté la disponibilité des uns et des autres. Le parti a besoin de nous au regard des défis que nous devons relever. Le défi immédiat du parti Baobab, c'est offrir son ombrage protecteur à ses protégés. Défi gagné sans doute par ce droit d'adhésion abordable du nord au sud Bénin. Wetachi en Dindi, Pontanton en fond, c'est-à-dire 200 francs CFA. Sur cette même actualité, les militants de l'Union progressiste du plateau ont désormais leur carte de membre. L'opération de distribution est lancée à Pobet. Brice Ongo et Guillaume Aviano nous en disent plus. Une remise officielle de cartes de membres du parti Union progressiste aux coordonnateurs communaux de l'organisation au niveau du département du Plateau. C'est ici, depuis le siège départemental de l'UP à Pobet, que la coordination départementale renforcée de responsables au niveau national du parti lance l'opération de distribution de cartes de membres aux militants de l'UP. Les militants, ce sont les gens qui se dévouent chaque jour, chaque semaine, chaque mois, toute l'année pour la prospérité du parti. Ce sont les militants qui nous amènent les électeurs. Dans le plateau, nous avons beaucoup de retard à rattraper. Et depuis plusieurs années, nous avons dit, si on n'a que de petits partis, le Bénin n'avancera pas. Cette cérémonie de distribution de cartes simple en elle-même revêt donc une grande importance, insiste le coordonnateur départemental de l'UP dans le plateau. Le précieux sésame permet de justifier son appartenance au parti avec une durée de validité de 10 ans. L'opération de distribution des cartes, mise en branle le 15 octobre dernier, s'achève à la fin du mois. Au 1er novembre, il n'y aura plus de cartes en circulation. C'est très important parce que les comités communaux, s'ils ne font pas tout pour remettre les cartes, avant le 31 octobre, ça fait très difficile dans l'organisation du parti. Vous savez, tout le mois de novembre sera consacré à la mise en place des structures de base et des organisations de masse du parti. La prochaine étape, donc, après celle de la distribution des cartes de membres,
reste celle des assemblées générales pour l'élection des responsables des structures à la base du parti dans le département. Et puis certains militants de l'Union progressiste dans le COUFO peuvent déjà entrer en possession de leur carte de membre. Ces premières cartes ont été mises à la disposition des comités communaux par le coordonnateur, par les coordinations départementales de l'UP, Jean-Claude James et Jules Akwaïko. Au nom des militants UP du COUFO, les maires, présidents des comités communaux réceptionnent les cartes. Tout commence par la lecture et l'explication de la décision du parti qui autorise cette remise du précieux sésame. C'est une opération pour nous de concrétisation complémentaire de l'adhésion des différents militants. Vous le savez, nous avions lancé il y a quelques mois un enregistrement par fichier électronique. Il était normal qu'à la suite de cette campagne d'enregistrement à laquelle nos populations ont adhéré massivement, nous puissions délivrer la carte qui matérialise cet enregistrement. La carte confirme et atteste que vous êtes effectivement militant UP inscrit, enregistré comme tel dans le fichier. C'est un sésame qui vous permet d'exercer tous vos droits en tant que membre des différentes cellules du parti. Et ensuite, c'est, comme vous le savez tous, et comme c'est le cas dans tous les pays du monde, c'est ce document qui permet à chaque militant de s'identifier quand il y a des réunions formelles du parti pour lesquelles une identification est exigée. L'aboutissement du processus d'adhésion réjouit militants et membres des comités communaux qui ont désormais une autre idée de la vie politique. Non seulement l'inscription a été effective, mais aussi et surtout, vous avez bien voulu, conformément à l'article 7 de notre règlement intérieur, mettre les cartes de membres à la disposition des militants. C'est pourquoi je voudrais, au nom de mes camarades maires, exprimer toute notre reconnaissance aux dirigeants de l'Union progressiste qui nous donnent la preuve tous les jours que la politique n'est plus pour la plaisanterie comme par le passé. La politique, c'est un métier. La politique, c'est une école et nous sommes très heureux d'être apprenants à cet exceptionnel haut lieu de formation que dirige le président Bruno Amoussou. L'impression continue pour permettre aux militants qui n'ont pas encore leur carte de l'avoir et les portes du parti sont toujours ouvertes à tous ceux qui veulent intégrer la famille Union progressiste. Autre chose à présent, à Semek-Podji, le mouvement Lien National a procédé à l'installation de sa base dans cette commune. Les réalisations du président Patrice Talon ces dernières années et beaucoup d'autres sujets étaient au cœur des échanges. Marcel Arossi et François Zissou. C'est ce monsieur qui est venu nous donner un bon visage et qui continue. La personnalité de Patrice Talon est au cœur de débats à Semek-Podji. Le président Patrice Talon, c'est un homme de développement, un homme de vision. Des mérites lui sont reconnus par ces personnes qui s'associent au mouvement Lien National pour le féliciter. À travers les réalisations et les actions du président Patrice Talon, le Bénin change. Le Bénin se révèle aujourd'hui à tout le monde entier. Nous n'allons pas rester en marge de cette révélation. Nous avons vu ce qu'il a pu innover dans le PAG, des routes un peu partout. Quand vous rentrez à Cotonou aujourd'hui, vous allez croire qu'on est dans un petit Paris. Pour eux, affronter les réalités du moment devient nécessaire pour le rayonnement de ce pays dont ils sont aujourd'hui fiers. Monsieur le Président Talon, la population de Semek-Podji vous remercie pour la réalisation de la voie Vaudou-Honto-Dego en 2x2. Dego-Homoklin, toujours en 2x2. Djefaga, Carrefour-Lodonou en voie pavée. La voie du site du pèlerinage des Célestes également, et bien d'autres encore. Le lien qui existait se renforce davantage dans cette commune. Une coordination de 26 membres est installée pour entretenir et conduire loin ce lien.
Et on marque un arrêt chez nos forces de défense et de sécurité. C'est l'une des réformes qui fera date dans les annales de l'histoire du Bénin. La police républicaine issue de la fusion de la police et de la gendarmerie depuis l'avènement en 2018 de 7 forces uniques de défense et de sécurité. La riposte contre la grande criminalité a repris de la vigueur et les recommandations, les rançonnements sont devenus rares sur les routes. Plus qu'un modèle, la police républicaine se présente aujourd'hui comme une exception béninoise qui force l'admiration. Retour ici sur le baptême du feu de cette force unique de défense et de sécurité à travers le magazine que nous présentent Renaud Akapo et Augustin Godou. Mercredi 1er août 2018, le peuple béninois découvre la police républicaine dans sa nouvelle tenue lors du défilé de la fête nationale. Place de l'Étoile Rouge à Cotonou sur le boulevard des Armées, plusieurs détachements de gendarmes et de policiers défilent côte à côte sous le même étendard. Dans la dynamique d'une fusion, les ex-éléments de la police et de la gendarmerie ont troqué leurs uniformes habituels contre un cambo urbain bleu à Colmao. C'est le point de départ d'une nouvelle ère au sein de l'appareil de sécurité. Cette force paramilitaire cumule désormais les attributs des deux corps pour une efficience dans la mission de défense et de sécurité. L'ensemble du pays mérite d'être protégé. Voilà pourquoi la feuille de route était tout tracée dans les annales du PAG. À la suite d'un diagnostic peu flatteur pour les éléments de la sécurité publique, la thérapie de choc n'a pas tardé. Aujourd'hui, nous ne gagnons rien du tout à voir nos forces être que dans des actions de contrôle des concitoyens. C'est pour cela que nous allons fusionner avant le 1er janvier 2018 la police et la gendarmerie. Nous allons réorienter l'action de nos forces armées vers les actions sécuritaires. Il n'y aura plus, avant la fin du mandat, cette peur que nous avons d'être braqués sur les voies. Outre les rançonnements au niveau des checkpoints dressés tous azimuts, les flics brillaient aussi par leur manque d'efficacité pour mettre hors d'état de nuit les barons de la grande criminalité. Mardi 18 juillet 2017, à la salle du peuple du Palais de la Marina, la commission d'études de la création de la force unique de sécurité intérieure a livré un rapport pour le moins implacable. La gendarmerie et la police nationale se livrent malheureusement à une compétition indigne. Cette concurrence aveugle, mais bien féconde en préjudice, a eu pour corollaire la perversion des comportements et attitudes des personnels pour finir par hypothéquer à jamais la moindre chance d'émergence d'une synergie de pensée et d'action indispensable à la fiabilité, donc à l'efficacité de la posture sécuritaire dans notre pays. Face à une actualité quotidienne, marquée par la hausse effrénée des cas de vol à main armée, le président Patrice Talon a décidé de prendre le taureau par les cornes. Fini le cloisonnement des forces de sécurité intérieure, la loi numéro 2017-41 portant création de la police républicaine a été votée à l'Assemblée nationale le mardi 26 décembre 2017. Sans tambour ni trompette, la force unique de sécurité intérieure a viré sur les chapeaux de roue, que ce soit sur la route nationale inter-État numéro 1 ou le long du corridor allant de Cotonou à la frontière nigérienne. Des équipes de patrouille ont été déployées pour le plus grand bonheur des populations. Aujourd'hui, nous, gros porteurs, nous sommes très satisfaits. Depuis Cotonou jusqu'à Manaville, il n'y a aucun problème. Avant, même en pleine journée, il y avait des braquages. Surtout quand vous quittez le corridor Alpha Kouara pour Manaville ici. Vraiment, c'était trop grave, quoi. Mais maintenant, on voit qu'il y a des patrouilles. La sécurité, vraiment, c'est très bon. Parce que tous les policiers qui sont sur la route, vraiment, ils font leur travail. La sécurité et la quiétude sont de retour le long du corridor. L'effectivité des patrouilles diurnes et nocturnes, ajoutée à la suppression effective de toutes les barrières de contrôle, offre plus de facilité aux usagers. Avant et aujourd'hui, tout le monde a vu les différents parce que ce qui se passe avant
Et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, un conducteur ou un transporteur qui dit qu'il est dérangé par les policiers, aujourd'hui, il faut lui dire non. Avant, quand tu fais le retour, par exemple, c'est que tu vas faire des distributions anarchiques jusqu'à Cotonou. Excepté le pont péage, aujourd'hui tu n'as plus de quoi dépenser à qui que ce soit. Depuis l'avènement de M. Talon, concernant notre corridor de Cotonou à Manaville ici, je vois qu'il y a de mieux quoi. Il y a une différence nette qu'on observe quand on traverse la frontière. Le changement même, ce temps, c'est pourquoi je dis on ne veut pas dire. Ça dit le chef de l'État, vraiment, c'est pour l'apprécier quoi. Parce qu'il a tout fait pour nous, les transports et les conducteurs. Les éléments de la police républicaine sont sur tous les fronts. Lutte contre la criminalité organisée, régulation de la circulation routière, contrôle de l'excès de vitesse, du port de casque et autres. Un peu plus de 2 ans après sa création, le bilan de ces multiples opérations force l'admiration. Il serait très prétentieux de ma part de vouloir faire un bilan. Je crois que le bilan devait venir des populations que nous servons. Mais je peux dire que au cours de ces 2 dernières années, nous avons fait assez d'efforts pour garantir aux populations un cadre de vie sécurisé. Pour le moment, nous avons essayé d'inverser la tendance. Nos grandes villes commencent par gagner une certaine assurance aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore totalement satisfaits de ces résultats. On aurait souhaité ne pas enregistrer de braquage. C'est une ambition que nous avons, mais on ne pourra faire ce travail qu'avec le concours des populations. Les rondes effectuées par la police républicaine sont suivies de résultats palpables. Elle assure avec beaucoup plus de réussite l'ordre public et la sécurité intérieure, toute chose qui incite à plus de dotations pour doper le moral de la troupe. Les informations du Bénin, on part pour le Nigeria où on déplore les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants qui dénoncent les violences policières. On dénombre une dizaine de morts et des blessés graves. Regardez. Au moins 18 morts et des personnes grièvement blessées, des dizaines de véhicules et de maisons incendiées. Malgré l'instauration d'un couvre-feu lundi pour 24 heures, la journée du mardi 20 octobre a été lourde en bilan à Lagos, la capitale économique du Nigeria, et à Abuja. Le mouvement pacifique de la jeunesse nigériane, qui est né début octobre sur les réseaux sociaux pour dénoncer les violences policières, s'est finalement mué en un mouvement contre le pouvoir en place et la mauvaise gouvernance, ce que déplorent les figures de la contestation. Mardi soir, l'inspecteur général de la police nigériane a annoncé un déploiement de la police anti-émeute sur tout le territoire national. L'armée, déjà présente dans les rues de la capitale Abuja depuis lundi, s'est également déployée dans tout le pays. Ce mercredi, le pays est encore sous le choc de la veille, même si le calme semble être de retour. We are here as Nigerians to say no to bad governance. Yes. Our country is in disarray. There is a video that went viral yesterday. We say everyone should go and watch it. Nigerians being killed. They turned off the lights just because they wanted to kill Nigerian youth that are protesting. They said that our youth are lazy. But look at us. I said they want. What will make me happy if the sand is ended, if SWAT is ended, if they stop killing Nigerian youth, if they stop wasting the livelihood of Nigerian citizens, and if Buhari must go, and if they compensate those that have lost their life, and if they stop killing our heroes. Today, 20th of October 2020, you people will be remembered in the history as the first government that sent military to the city to start killing their own citizens. I am ashamed of this government. We are tired of you guys and we can't take this anymore.
I'm calling the UK government, calling all those leaders in the world to please see what is going on in Nigeria and help us, help the poor citizens. Et puis, près de 28 millions de personnes ont déjà voté en Amérique pour l'élection présidentielle. Le dernier grand débat entre les deux candidats aura lieu le jeudi. Mais pour l'instant, le candidat Joe Biden est en avance dans les sondages nationaux. Constat sur place avec nos reporters de la chaîne partenaire Voice of America. C'est une année électorale comme peu d'autres. Un taux de chômage élevé, des troubles sociaux et des personnes confrontées au risque d'infection par une pandémie qui fait rage. Tous les facteurs contribuent aux mauvaises performances électorales du président Donald Trump dans les États clés où les élections de novembre pourraient être décidées. Et cette bataille s'étend à certains bastions républicains traditionnels. Une bonne nouvelle pour Joe Biden. Si vous revenez 10 ans en arrière, je ne pense pas que vous trouverez beaucoup de gens qui disent que l'Arizona, le Texas et même la Géorgie seraient si compétitifs. Mais cette année, ils le sont. Biden était le vice-président de Barack Obama et a joué un rôle majeur dans son administration. Élu au Sénat à 29 ans, Biden est un homme politique expérimenté. Je vais dire quelque chose de scandaleux. Je sais comment faire fonctionner le gouvernement. C'est quelqu'un qui a traversé de grandes tragédies dans sa vie, avec la mort de sa première femme et de sa fille dans un accident de voiture. Puis, en 2015, il a perdu son fils aîné Beau d'un cancer. Ses tragédies personnelles et sa longue expérience en politique sont peut-être les raisons pour lesquelles ses opposants politiques ont du mal à générer contre lui la même hostilité que pour le dernier candidat démocrate. Crooked Hillary Clinton. Mais même les partisans de Biden admettent qu'il manque de charisme, ce qui pourrait être un problème selon les analystes. Le fait de porter son choix sur Kamala Harris comme colistière pourrait agrandir son attrait. Cela ne changera pas la position d'une grande partie des électeurs, mais cela pourrait affecter la marge des résultats. Et dans cette élection sans précédent, chaque vote est important. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.